Perdus au cœur de la jungle cambodgienne, les temples d'Angkor Wat se dressent comme une véritable énigme. Leur dimension dépasse de loin celle de tous les monuments connus. Ils constituent l'un des ensembles architecturaux les plus vastes du monde. Leurs tours, en forme de fleurs de lotus, ont été bâties plus d'un siècle avant celle de la cathédrale de Chartres. L'ensemble du complexe couvre une immense superficie. Les temples y sont comme empilés les uns sur les autres, dans un gigantesque élan vers le ciel. Les parois de ces couloirs sans fin sont ornées des plus grands bas-reliefs du monde. Ces merveilles continuent de fasciner tous les chercheurs qui les étudient pour tenter d'en percer les mystères. Angkor veut dire la ville, et en particulier la capitale. Donc Angkor Wat était une capitale, au centre de laquelle il y avait un temple magnifique, comme chacun sait. Et Wat veut dire pagode, veut dire monastère, et c'est donc la ville qui est devenue un monastère. Les douves qui entourent cet ensemble forment un vaste carré qui, chez les hindouistes, représente l'océan originel. Et la disposition des tours évoque le mont Meru, la montagne légendaire où vivent les dieux hindous. Nous sommes ici au cœur du plus grand monument religieux du monde. C'est absolument gigantesque. Les bâtiments s'étendent à perte de vue. Angkor Wat était le temple mausolée d'un des plus grands rois d'Angkor, le roi Suryawarman II, le roi Soleil. À sa mort, ses cendres ont dû être enterrées sous le cœur de la tour Lotus centrale, là derrière moi. Angkor Wat est situé au nord-ouest de l'actuel Cambodge, juste au-dessus du grand lac Tonlé Sap. Lorsqu'Henri Mouot découvrit le site en 1860, il sentait bien que cet ensemble devait être l'œuvre d'une importante civilisation méconnue. Mais seule une poignée de moines bouddhistes et de villageois vivaient à proximité. Et aucun d'eux ne savait comment Angkor Wat s'était développé ou qui l'avait construit. La légende voulait que le grand temple se soit bâti tout seul. Certains prétendaient même qu'il avait toujours existé. En Europe, la parution du journal d'Henri Mouot fit sensation. Bientôt, un flot d'explorateurs, de photographes et d'archéologues, avides de déchiffrer les mystères de ce monde disparu, prit la route de l'Orient. Pour Henri Mouot, l'aventure touchait à sa fin. L'année qui suivit sa découverte, une piqûre d'insectes venimeux mit un terme à sa nouvelle carrière. En fouillant la jungle alentour, les nouveaux explorateurs mirent au jour une quantité inexplicable d'autres temples dans toute la région. Les murs de ces énormes monuments étaient couverts de bas-reliefs aux motifs complexes. Ils illustraient les croyances et les légendes d'une civilisation oubliée. Certains de ces bas-reliefs étaient en grès et avaient dû nécessiter des dizaines d'années de travail de la part des artistes qui les avaient sculptés sur place. Mais ces murs comportaient également des inscriptions, les premières clés pour déchiffrer les mystères d'Angkor. C'est un Français, Georges Sédès, qui de 1904 à 1966 publia les 8 volumes de leur traduction. Claude Jacques a depuis poursuivi ce gigantesque travail. Ces inscriptions sont en 2 langues, à peu près au point de vue quantité, à peu près égales. C'est soit en sanskrit, soit en vieux khmer. Alors, les inscriptions en sanskrit sont des prières aux dieux qui étaient là, des prières en faveur de l'homme qui a fait des dons au temple ou qui l'a construit. À ce moment-là, on a des renseignements sur l'homme en question, on a des dates, et c'est pour ça que ces inscriptions sont extrêmement précieuses. C'est ce qui a permis de faire un cadre chronologique à Angkor. Et puis en khmer, alors ce sont plutôt des inscriptions du type notarié qui donnent les propriétés des temples, qui expliquent les biens du temple, qui expliquent le nombre de rizières qui étaient à leur disposition, etc.
Au fur et à mesure qu'on déchiffrait ces inscriptions, l'histoire du peuple khmer commença à émerger de l'oubli. Durant des milliers d'années, les Khmers avaient mené une existence paisible. Ce peuple d'agriculteurs défrichait des parcelles de forêt pour y planter les rizières qui assuraient sa subsistance. Mais à partir du 1er siècle, de petits royaumes féodaux se constituèrent dans tout le pays. Et au 8e siècle, un grand dirigeant émergea qui rassembla ces royaumes. Harcelé par les pirates de Java qui remontaient le Mékong, il chercha un site pour établir sa nouvelle capitale. Abandonnant sa cité d'origine, il ordonna à tous ses sujets de franchir le Mékong en un vaste exode vers l'ouest. Son choix s'arrêta sur un luxuriant territoire situé entre les collines sacrées de Kulen et le grand lac Tonle Sap, la région d'Angkor. En 802, il se fit consacrer roi des rois, empereur suprême du monde, sous le nom de Jayawarman. Ce premier monarque absolu venait de changer le cours de l'histoire du Cambodge. Les inscriptions ont aussi permis aux chercheurs de comprendre pourquoi on trouvait une telle quantité de vestiges de temples disséminés dans cette jungle. Du 9e au 13e siècle, 38 rois d'Angkor ont régné depuis cette région sur un immense empire qui s'étendait du Sud-Vietnam au Laos et du fleuve Mékong à l'est de la Birmanie. En accédant au pouvoir, chacun construisait un nouveau temple et parfois une nouvelle capitale. Il y a eu une série de capitales à Angkor, l'une remplaçant l'autre souvent à cause de guerres de succession justement, ou pour des raisons qu'on ignore, on peut tout ignorer. Le roi crée un temple, ou prend le temple de son prédécesseur, pour assurer la prospérité. Le principal travail, si j'ose dire, fonction du roi, c'est d'assurer la prospérité de son peuple. Ça c'est clair, et c'est de notion indienne également. Bon. Pour ça, il a besoin de l'aide des dieux, et donc il va faire un temple le plus beau possible, de façon à ce que le dieu, en reconnaissance, lui donne la prospérité. Bon, ça c'est pour le roi et le royaume, mais vous avez des seigneurs assez puissants qui vont faire la même chose pour leur famille. Et c'est comme ça qu'on a beaucoup de temples de lignée. Durant toute la première moitié du XXe siècle, le Cambodge était une colonie française. C'est au cours de cette période qu'ont débuté les premiers travaux pour la restauration des temples d'Angkor. Lorsque les Français ont pris le contrôle de cette région du monde, il n'y avait ici que des ruines. Des blocs de pierre traînaient un peu partout. Ça n'avait rien de commun avec ce que l'on peut voir aujourd'hui. Ils ont consacré une incroyable quantité d'énergie à la reconstruction des temples. Dans les années 60, le célèbre archéologue Bernard Grolier écrivit ces lignes à propos d'Angkor. Imaginez qu'au cœur d'un périmètre équivalent à celui de la ville de Paris, on trouve côte à côte Versailles, la place de la Concorde, le Louvre, et puis juste autour, les cathédrales de Notre-Dame, de Chartres et de Reims, flanquées de toutes les églises érigées à Paris jusqu'au XIXe siècle. La fascination qu'engendraient ces temples et l'ampleur du travail à accomplir dans ces conditions difficiles mobilisaient toutes les énergies. Depuis la découverte d'Henri Mouhot, un siècle auparavant, on avait déjà beaucoup appris sur l'histoire d'Angkor, mais on ignorait encore tout de la culture qui avait donné naissance à ces sublimes bas-reliefs. Mais un jour, en Chine, un étonnant document fut retrouvé. En 1296, Zhu Daguan, un jeune diplomate chinois, s'était rendu à Angkor en mission officielle. De son séjour, qui dura une année entière, il avait ramené un journal. Ces notes évoquent une civilisation majeure. Elles décrivent une capitale bien plus étendue et développée que tout ce que les archéologues avaient osé imaginer.
Mais quel crédit pouvait-on accorder aux écrits de Zhu Daguan? Zhu Daguan, qu'on a appelé ambassadeur, qui ne l'était pas, est venu pour faire une action extrêmement moderne. Il est venu faire un rapport économique sur la possibilité, probablement, des Chinois ou de certains Chinois de commercer avec le royaume d'Angkor. Et donc, à l'occasion, bien entendu, comme il est venu à Angkor, il décrit un peu Angkor, parfois en se trompant d'ailleurs, mais là où il est très précis, c'est dans les données économiques, dans les données à décrire les habitants et les productions et ceux qui sont susceptibles d'acheter à la Chine, etc. Mais le journal de Zhu Daguan était loin de faire la lumière sur tous les mystères d'Angkor, car s'il décrivait de nombreux aspects de la vie de cette civilisation méconnue, son récit semblait devoir beaucoup à une imagination fertile. Il attribuait par exemple la construction du grand temple d'Angkor Wat à un architecte chinois légendaire qui aurait accompli cet ouvrage en une seule journée. Ces descriptions étaient aussi clairement empreintes des préjugés des Chinois de l'époque, employant systématiquement le terme de barbare pour désigner ses hôtes. On a toujours beaucoup célébré c'est pas un journal déjà, hein, c'est les mémoires. Il ne fait pas ça du tout au jour le jour. Ça, c'est une des premières choses. Et d'autre part, alors les renseignements qu'il a sur le Cambodge viennent très clairement de la communauté chinoise. Donc, c'est un petit peu encore vu par les Chinois. Mais pendant presque un siècle, les Français furent trop occupés par la restauration des temples pour se mettre en quête de traces matérielles de la fabuleuse cité décrite par Zhu Daguan. Dans les années 70, le régime sanguinaire de Pol Pot interrompit tous les travaux en cours sur le site d'Angkor. L'armée communiste révolutionnaire des Khmers rouges implanta des milliers de mines antipersonnelles aux alentours du site, condamnant son accès pour de nombreuses années. Aujourd'hui, la stabilité retrouvée du Cambodge a permis la reprise des recherches. Angkor est désormais protégé par son statut de patrimoine de l'humanité et une douzaine de pays, dont la France, y financent des campagnes de fouilles archéologiques. L'attention s'est reportée d'Angkor Wat vers d'autres pièces de cet immense puzzle. À moins d'1 kilomètre au nord d'Angkor Wat, se trouve une enceinte de 12 km de long, formant elle aussi un gigantesque carré parfait. Henri Mouhot avait eu, en 1860, l'intuition qu'il pouvait s'agir d'Angkor Thom, la plus grande capitale des Khmers. Angkor Wat est du début du XIIe siècle, tandis qu'Angkor Thom est de la fin du XIIe. Elles ont très peu de distance entre elles. Angkor Thom a été aménagé, je ne sais pas, 80 ans après Angkor Wat. Alors, Angkor Thom, ça veut dire la grande capitale. Hein, Thom, c'est grand. La volonté du roi, Jayawarman VII, a été de faire une ville qui était imprenable. À l'époque, 9 km², c'est sûrement la plus grande capitale du monde, fermée comme elle l'est. C'est un travail fantastique. Dans son mémoire,